Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode dans Toute Réflexion Podcast. Donc cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui me tenait à cœur pour ce deuxième épisode, qui est la relation anxieux-évitant et pour quelles raisons cette relation ne peut pas fonctionner. Alors dans une première partie, j'avais envie d'évoquer les caractéristiques de ces deux styles d'attachement. Donc pour rappel, il y a 3 styles d'attachement. Le style d'attachement sécure, le style d'attachement anxieux et le style d'attachement évitant. En ce qui concerne le style d'attachement anxieux, on est face à des personnes qui ont un besoin d'intimité et de proximité émotionnelle qui est plutôt fort. Des personnes qui vont être en manque de sécurité intérieure également. Donc qui vont compenser en souhaitant connecter davantage avec les autres. Ce qui crée un risque parfois de dépendance vis-à-vis du partenaire. C'est des individus qui sont plus soumis normalement à la dépendance affective. Et une quatrième caractéristique qui se porte sur leur difficulté à nourrir et à combler leurs propres besoins intérieurs, ce qui explique donc le fait qu'ils vont beaucoup projeter vers leur partenaire le fait d'accomplir leurs propres besoins intérieurs, et ce qui va évidemment amener à de nombreuses frustrations, des deux parties d'ailleurs. Et donc, évidemment, c'est un style d'attachement qui est généralisé par son anxiété, l'anxiété que la personne peut ressentir justement à l'égard de son partenaire, qui est souvent un partenaire évitant. Alors justement, le partenaire évitant, quelles sont ses caractéristiques ? C'est une personne qui en général a un fort besoin d'indépendance et d'autonomie, qui a un vrai besoin de solitude, qui a, de la même façon que la personne anxieuse, une insécurité intérieure forte, une difficulté à connecter émotionnellement avec les autres, d'où cette attitude un petit peu de retrait dont on va parler plus en détail juste après, une difficulté à être vulnérable, à partager ses émotions, à partager ses états d'âme, à demander de l'aide, à demander du soutien, à même le recevoir, sans le demander, rien que le recevoir pour l'évitant, ça peut être aussi une difficulté. Donc voilà, pour les caractéristiques qui caractérisent ces deux styles d'attachement. Dans les grandes lignes, évidemment, je ne rentre pas dans le détail. On trouve énormément de contenu sur les réseaux sociaux, évidemment, sur ces styles d'attachement. Mais pour les grandes caractéristiques, voilà un petit peu le portrait qui se dessine de ces deux styles d'attachement. Et pour une raison assez évidente, en fait, c'est des styles d'attachement qui vont souvent se retrouver ensemble, en relation. Alors on pourrait penser de prime abord que c'est assez étonnant, puisque c'est des caractéristiques qui sont plutôt opposées quand on les prend comme ça. En fait, la véritable raison qui explique que ces deux styles d'attachement s'attirent, c'est qu'ils ont tous les deux des difficultés à être vulnérables l'un avec l'autre. En fait, l'évitant, ça va se manifester de manière plutôt concrète et de manière assez visible. Sa difficulté à exprimer ses émotions, à exprimer ses besoins, à aller chercher du soutien, et ça va se manifester dans le fait que c'est quelqu'un qui va être très indépendant. Très indépendant et qui n'a pas eu l'habitude en fait d'avoir un soutien dans le passé. Et l'anxieux finalement, même si c'est moins visible et moins frappant, la personnalité anxieuse va aussi avoir énormément de mal à finalement faire connaître ses besoins et ses envies à son partenaire, mais va de manière un petit peu insidieuse attendre que son partenaire les accomplisse à sa place. Donc c'est une forme d'évitement, de la même façon que l'anxieux va avoir des difficultés à évoquer justement ses besoins. C'est une personnalité qui ne va pas les accomplir par elle-même, et donc va attendre beaucoup de son partenaire. Et ces personnalités anxieuses vont avoir souvent une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Donc c'est pour cette raison qu'ils ne vont pas exprimer aisément et facilement leurs besoins
par peur d'être abandonné et rejeté. Et en face, évidemment, l'évitant va se sentir oppressé par ses besoins qui ne sont, qui plus est, pas formulés clairement. Mais il va y avoir une pression qui va être exercée par l'anxieux dans sa manière de vouloir plus de proximité, plus de communication ou de connexion, etc. Alors, quels sont les impacts concrets des comportements de l'un et de l'autre, donc sur l'un et l'autre? Dans les grandes lignes, encore une fois, sans rentrer trop dans le détail de ces deux styles d'attachement, mais les principales problématiques qu'on reconnaît particulièrement dans ces deux styles d'attachement, ce sont les suivantes. La première, c'est le besoin de proximité et de connexion de la part de l'anxieux, qui va venir se confronter aux besoins forts d'autonomie et d'indépendance de la part de l'évitant, qui a un énorme besoin de liberté, qui va se traduire par une distance de la part de l'évitant, et ce qui va augmenter le stress de l'anxieux. Donc déjà, sur ce premier point, il y a une vraie problématique et une vraie incompréhension de la part des deux styles d'attachement d'ailleurs, qui n'arrivent pas à trouver en l'autre la compréhension nécessaire et le réconfort nécessaire pour être dans une zone de confort et de compréhension mutuelle. Donc ça, c'est une première problématique. Et c'est ce qui va souvent amener à une dynamique qui est qualifiée en anglais de push-pull. Donc l'idée du « fuis-moi, je te suis » français, qui fait que en fait, vous allez avoir un partenaire qui va, en l'occurrence l'anxieux, qui va rechercher la proximité auprès de l'évitant, et l'évitant qui va en réponse fuir parce que cette proximité l'étouffe. Donc on est dans une dynamique évidemment compliquée, relationnellement parlant. On y reviendra un petit peu plus tard. Quant à la seconde problématique, le besoin de communication, beaucoup plus fort chez l'anxieux, va se manifester en retour par une attitude de fuite, là encore, et une incapacité à faire face à ses émotions de la part de l'évitant, qui est due à sa propre indisponibilité émotionnelle. On y reviendra, mais c'est vrai que l'indisponibilité émotionnelle caractérise également aussi beaucoup ces deux styles d'attachement, autant l'anxieux que l'évitant. Et donc on est face à une attitude qui est encore une fois, une dynamique, puisque évidemment l'un induit le comportement de l'autre. On est face donc à une fuite de la part de l'évitant qui n'a pas envie de se confronter à ses émotions, donc ne peut pas apporter la réassurance nécessaire, le réconfort nécessaire à l'anxieux qui en a cruellement besoin et qui n'arrive pas à s'autoréguler par lui-même par ailleurs. Ce qui crée encore une fois donc une distance entre ces deux personnes. Et donc là, évidemment, l'anxieux va ressentir de la frustration et l'évitant un fort sentiment d'étouffement et de manque de liberté qui en fait le pousse encore plus à fuir. C'est une dynamique en fait qui s'auto-entretient dans le sens où lorsque l'anxieux demande de la réassurance, du réconfort, du soutien, de la proximité, en fait la réponse immédiate de l'évitant c'est plutôt de lui apporter l'inverse parce qu'en fait il se sent tout de suite submergé par des demandes qu'il est incapable de remplir, de combler pour son partenaire anxieux. Et enfin, la troisième problématique qui me semble assez importante également dans cette dynamique, c'est le besoin de sécurité émotionnelle. On en revient à ça. C'est en fait la fondation, le fondement de cette dynamique, c'est le besoin de sécurité émotionnelle de la part de l'anxieux qui n'arrive pas à combler par lui-même, et cette incapacité pour l'évitant, qui est normale, de lui combler pour lui-même. Et dans le même temps, ce qui est moins normal, c'est qu'en fait, l'évitant ne parvient pas... En fait, c'est deux styles d'attachement qui n'arrivent pas à poser clairement leurs limites et à clairement communiquer sur leurs besoins. C'est-à-dire que l'anxieux ne veut pas passer pour quelqu'un d'anxieux, en règle générale, donc va garder pour lui ou pour elle ses anxiétés. Parce qu'on sait généralement qu'elles ne seront pas forcément entendables ou pas forcément prises en compte, parce qu'on a peur en fait de ça. C'est l'anxieux, il a peur de ça, c'est ça sa plus grande crainte,
Mais cette crainte, en fait, elle est projetée sur l'autre, alors qu'en fait, c'est une crainte que l'anxieux vit vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire que l'anxieux n'est pas capable de respecter, d'honorer ses propres besoins, ses propres limites, et donc va être dans l'incapacité de les communiquer clairement, de les respecter, de les honorer, d'en faire une limite, de montrer à son partenaire que il a besoin ou elle a besoin de réassurance, de réconfort. Et pour cette raison, en fait, l'évitant va simplement être le miroir de ce que s'inflige l'anxieux en évitant justement de prendre en compte ses propres besoins. Donc c'est une dynamique en réalité, dans son analyse en tout cas, plus que dans son expérience, qui est très intéressante à analyser parce que elle dénote, elle met en avant en fait les blessures de l'un et de l'autre, et chacun dans cette dynamique joue le miroir des propres souffrances de l'autre. Donc c'est une dynamique qui est vraiment intéressante lorsqu'on vit cette relation. C'est important, en tout cas à la fin ou pendant, mais d'en être conscient, d'être conscient de tout ce qui se joue dedans pour être capable en fait de pouvoir créer un pont finalement, parce que c'est ça qui manque dans cette dynamique entre ces deux styles d'attachement. C'est clairement un pont, un partage, une compréhension qui ne se crée pas malheureusement dans cette dynamique. Alors maintenant, quels sont les points communs ? On en a évoqué déjà quelques-uns, mais il y a évidemment des points communs entre ces deux styles d'attachement, quand bien même il y a une vraie différence, en tout cas de comportement. Il y a de vrais points communs. Alors déjà, comme on l'a dit, l'insécurité intérieure, qui n'est clairement pas comblée par l'un ou l'autre, par eux-mêmes. Et ça, c'est un vrai problème, évidemment, puisque cette sécurité affective, c'est une nécessité de combler par soi-même. Mais évidemment que dans un couple, c'est aussi important pour les deux partenaires de se sentir en sécurité, de se sentir compris, de se sentir soutenu, de se sentir en couple, en binôme, et pas seul chacun dans son coin. Ce que l'évitant fait un petit peu ressentir d'une certaine manière, enfin même fait beaucoup ressentir d'une certaine manière à son partenaire anxieux. Il y a une espèce d'attitude très solitaire qui est vécue par l'évitant, qui est montrée par l'évitant. Il y a également comme second point commun un fort manque d'amour pour soi-même dans les deux cas. Un fort manque d'estime de soi et d'acceptation de soi, ce qui empêche finalement ces deux personnes à connecter l'une avec l'autre et qui crée donc une énorme distance. Cette incapacité à être vulnérable, comme on l'a évoqué également, et ce qui va se traduire par des mécanismes de défense, de rejet ou de protection, dans un cas comme l'autre. Des mécanismes de défense, donc voilà, l'évitant qui va vouloir mettre de la distance pour se protéger justement de la peur de manquer de liberté, de manquer d'autonomie, de manquer d'indépendance de la part de l'anxieux, et l'anxieux qui va vouloir absolument combler cette distance par le fait de se rapprocher excessivement de son partenaire et de vouloir recréer une connexion. En fait, l'anxieux prend la place de deux personnes dans ce cas-là, mais parce que, et c'est pas une faute de l'anxieux en tant que tel, mais c'est l'évitant met tellement de distance et évite tellement le lien et la communication que l'anxieux ne va pas avoir le choix, en tout cas face à ses propres blessures et à ses propres insécurités, de combler cette distance que rien ni personne n'arrive à combler finalement. Une volonté d'être aimé, c'est également une caractéristique commune de ces deux styles d'attachement. Évidemment, les deux veulent à leur manière être aimés, et aimés en retour évidemment, mais il y a une plus forte difficulté en tout cas à être capable de donner de l'amour à l'autre. Mais il y a une véritable blessure dans cette direction-là, un vrai manque d'amour, un vrai manque d'amour de soi déjà, mais un vrai manque d'amour évidemment qui ne peut pas être comblé par l'un ou par l'autre d'ailleurs. Un manque d'authenticité et de communication vraie, ça aussi on l'a évoqué. Une difficulté à parler sincèrement de ses émotions, de les communiquer à l'autre, et donc de pouvoir les honorer d'une part comme de l'autre.
Et enfin, toutes ces caractéristiques-là, tous ces points communs reviennent en fait à une seule et même origine, une seule et même chose, qui est l'origine des blessures de l'un et de l'autre qui remontent à l'enfance. Ce sont deux styles d'attachement qui ont en fait plus ou moins les mêmes blessures, dans le sens où ils ont connu dans... Alors pourquoi l'enfance? C'est au moment de la création des liens d'attachement avec leur figure parentale. C'est créé à cette période-là, enfin, en tout cas a été vécu à cette période-là, une certaine forme de négligence émotionnelle qui ont fait souffrir ces deux personnes en raison d'une forme d'indifférence ou en tout cas l'incapacité à répondre aux besoins de leurs enfants par les figures parentales. Donc voilà, ce sont des blessures qui prennent leur source, qui prennent leur origine dans cette période et qu'en fait l'évitant et l'anxieux revivent de manière consciente ou non à travers leur relation. Ça, c'est un élément assez important à prendre en compte. C'est bien pour ça qu'on parle de travail de guérison, de déconstruction de certaines choses, d'arriver à apaiser son enfant intérieur pour être capable de justement arriver à guérir ses blessures et à se rendre compte que le partenaire que l'on choisit n'est pas notre parent et qu'il ne sert à rien. Il est vain pour l'anxieux de chercher à être choisi par l'évitant, puisqu'il ne le fera pas ultimement, puisqu'il ne se sentira pas à sa place dans cette relation. Et tout comme l'évitant ne peut pas arriver à rejouer ce qu'il s'est passé dans son enfance en créant plus de distance parce qu'il s'est senti trop surchargé, on exigeait trop de lui, on demandait trop, et voilà. Alors pourquoi cette dynamique est vouée à l'échec ? Là, plusieurs éléments. Le fait qu'il y ait d'une façon ou d'une autre une absence de volonté. Alors déjà la première raison c'est celle-là, l'absence de volonté ou le manque de responsabilisation d'une ou des deux parties d'ailleurs. Donc une incapacité à vouloir changer les choses, travailler sur soi. Évidemment ça c'est la première raison. S'il y a un manque de volonté vis-à-vis de ce travail sur soi, évidemment que rien ne pourra changer, rien ne pourra évoluer et la relation ne pourra pas être satisfaisante pour les deux parties. Et ça, c'est évidemment un travail personnel. Ensuite, les styles d'attachement, ce sont deux styles d'attachement qui sont complètement dirigés par leurs blessures intérieures, comme on l'a dit. Ce qui fait que ce sont deux personnes qui vont s'enfermer en fait dans leurs blessures et qui vont être incapables de connecter avec l'un ou l'autre parce que le travail de fond est immense. Le travail de guérison à faire est encore trop important et c'est donc des dynamiques qui ne vivent qu'à travers leurs propres blessures. Donc une relation ne peut pas naître dans ce contexte qui est trop chaotique. Typiquement, l'anxieux va s'abandonner lui-même pour connecter avec l'évitant. Ce qui évidemment va faire fuir l'évitant parce qu'en plus on parle aussi beaucoup de, même si beaucoup de choses ne sont pas dites dans cette dynamique, beaucoup de choses sont ressenties en vérité puisque c'est une espèce d'énergie qui est dégagée de ces blessures. Donc typiquement l'anxieux dégage une énergie assez désespérée en réclamant, en priant, en suppliant pour l'amour de l'autre, même si c'est jamais fait de manière évidemment extrêmement visible, mais en tout cas est criante, mais dans l'attitude, dans la demande, c'est ce que ça renvoie à l'évitant. Et voilà, ces deux styles d'attachement qui vont finalement énormément se faire de mal en raison de ces éléments. Une autre chose, souvent l'ego prend le dessus sur la connexion et sur la compréhension de l'autre. Ça c'est un autre élément, le fait qu'en fait on se sent attaqué finalement par le comportement de l'autre et on se sent finalement pas respecté. Et il n'y a pas ce dépassement de l'ego en fait. Il n'y a pas de vision au-delà de l'ego. Donc la connexion est en fait finalement impossible puisque les deux partenaires s'en veulent et sont incapables de créer un espace de connexion, de discussion, de sécurité. Et donc forcément dans cet espace chaotique, de critique, de souffrance, il n'y a pas de connexion possible.
On est face à deux styles de comportements opposés malgré leur même besoin de connexion. C'est également un autre élément qui explique l'échec de cette dynamique. Une insécurité intérieure qui est trop forte des deux côtés, donc ce qui empêche la création, comme je l'ai dit, de cet espace de sécurité. Et puis un besoin d'hyper-indépendance qui est trop important du côté de l'évitant, qui peut donner l'impression, en tout cas à l'anxieux, que l'évitant n'est pas prêt clairement pour une relation, ou en tout cas de s'engager dans une relation avec tout ce que ça implique. Ce qui va conduire évidemment l'évitant à encore plus vouloir être indépendant en voyant le comportement de l'anxieux. Ce qui fait globalement, à travers tous ces éléments, que la présence et la connexion est impossible entre ces deux styles d'attachement. Alors enfin, pour terminer sur ce sujet, à la différence de nombreux conseils qu'on peut retrouver sur les réseaux ou en tout cas dans les contenus de développement personnel, à mon sens, c'est vraiment une dynamique qui est vouée à l'échec et qui n'est impossible à faire fonctionner en fait, pour différentes raisons. La première, c'est que c'est une dynamique qui est destructrice pour les deux. Particulièrement pour l'anxieux qui va se sentir rejeté par l'attitude solitaire de l'évitant, mais également pour l'évitant qui se sent submergé par les besoins de l'anxieux. Il y a déjà ce premier élément. Ensuite, on est face à deux personnes qui ont des profondes blessures intérieures, des profondes insécurités qui doivent être d'abord analysées. Déjà, c'est deux personnes qui doivent pouvoir en prendre conscience, qui doivent les reconnaître, les voir. Et c'est des insécurités qui doivent absolument être guéries par les deux parties et, à mon sens, de manière indépendante, à la différence d'un couple classique qui pourrait, lui, travailler ensemble sur des choses à améliorer. Dans le cas de la relation anxieux-évitant, ce n'est pas possible de travailler ensemble, à mon sens, sur les blessures de chacun, parce qu'en fait, les blessures de chacun vont activer celles de l'autre. Donc il n'y a pas, en fait, si vous voulez, c'est une dynamique qui est tellement chaotique, qui est tellement destructrice, qu'il n'y a pas d'espace finalement pour construire ensemble, à moins qu'il y ait une volonté, hein, évidemment, comme je l'ai dit auparavant. S'il y a une volonté de travailler et de prendre conscience chacun de son comportement et des impacts qu'il a sur l'autre, c'est impossible. S'il n'y a pas cette volonté, c'est pas possible. Et généralement, dans cette dynamique, dans ce couple-là, il n'y a pas la volonté. D'un des ou deux parties, parce que souvent vous avez une partie qui ne le conscientise même pas en fait, qui ne voit pas le problème dans son comportement. Et pour cette raison, évidemment que ça sera impossible de faire fonctionner une relation pareille parce qu'elle demande évidemment un travail énorme des deux côtés. Et enfin, cette incapacité à définir ses limites, cette incapacité à répondre à ses propres besoins, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, les besoins d'indépendance du côté de l'évitant et les besoins de connexion du côté de l'anxieux, expliquent également cette difficulté à faire marcher cette relation. Parce que l'un et l'autre n'arrivent pas en fait à répondre aux besoins de chacun. Et évidemment qu'une relation saine demande un accomplissement des besoins d'une partie et de l'autre de manière évidemment réciproque. Et finalement, pour revenir sur ce que je disais au départ, c'est une relation qui ne peut pas fonctionner sans un travail fait seul, un travail qui ne peut pas être accompli pendant la relation parce qu'en fait, là, la question, les problématiques qui demandent à être traitées portent sur les fondations même de la relation de couple, à savoir la présence, la disponibilité émotionnelle, la connexion, la création d'un espace sécurisant pour l'un et pour l'autre, et le respect des limites de chacun. Et ça, c'est quelque chose que ni l'évitant ni l'anxieux ne sont capables de s'apporter parce qu'ils ont trop d'insécurité intérieure. Enfin, pour terminer sur une note plus positive, voilà mes recommandations. Il y a un profond travail, donc comme on l'a vu, à engager de la part de l'anxieux et de l'évitant, un profond travail de guérison qui est, à mon sens, à entamer séparément.
Alors à travers plusieurs moyens, évidemment, de l'introspection. La première étape pour moi, c'est ça, c'est celle de la conscientisation des blessures. Donc un travail d'introspection qui porte sur l'origine de ces blessures, d'où elles viennent. Est-ce que c'est l'histoire familiale? Comment ça se joue dans une relation vis-à-vis de soi-même aussi? Quel comportement on a et comment ça se répercute sur l'autre? Quel effet miroir on a aussi vis-à-vis du comportement de l'autre? Donc ça, un vrai travail d'analyse et d'introspection est à mon sens inévitable déjà avant d'engager des actions plus importantes. Prendre conscience de ces blessures enfouies, les faire remonter, les honorer, les respecter, les ressentir. C'est évidemment une des premières choses à faire, puisqu'il y a un évitement, comme on l'a dit au début de ce podcast, un évitement de la part de ces deux styles d'attachement vis-à-vis de leurs blessures. Ça passe également, ce travail de prise de conscience, par une reconnexion à son être intérieur, se reconnecter à ses envies, à ses besoins, à son identité, qu'est-ce qu'on aime, de quoi on a besoin dans une relation personnellement, comment on a envie d'être traité, comment on n'a pas envie d'être traité, quelles sont nos limites en fait. C'est vraiment un travail de prise de conscience claire, mais vraiment précisément. Le noter pour le conscientiser est à mon sens une bonne chose. Qu'est-ce qui fait que je suis moi et qu'est-ce qui est singulier dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport à l'autre et comment j'ai envie d'être traité. C'est vraiment cette question de qu'est-ce qui est bon pour moi en tant qu'individu et moi seule. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel, vraiment de très personnel. Voilà. Il y a également un travail des deux côtés, mais peut-être plus du côté de l'attachement anxieux, d'avoir une véritable solidité intérieure, de se créer cette solidité intérieure, cette sécurité intérieure, cette sécurité affective, afin d'arriver à un état d'indépendance saine et d'être capable de se connecter de manière saine à l'autre sans l'étouffer, mais en même temps en partageant des moments ensemble, des moments qui sont choisis et qui naissent pas d'un besoin, c'est-à-dire si l'autre part, je ne sais pas comment vivre, non, sur un vrai état d'indépendance saine. Donc ces deux styles d'attachement qui ont besoin d'aller vers une forme d'attachement sécure, comme on le dit en anglais, des styles d'attachement sécurisants pour soi, d'abord, avant de pouvoir évidemment en faire profiter à l'autre, et qui implique à mon sens de devenir pendant un temps son propre partenaire de vie, pour justement se construire solidement et sainement. Et c'est pour ça que j'encourage les personnes qui se reconnaissent dans ces deux styles d'attachement à vraiment travailler sur elles de manière seule, de manière célibataire, parce qu'elles disposent d'un espace, d'une période, d'un temps pour guérir et pour évoluer, d'abord pour soi, évidemment, parce qu'à mon sens, même si on entend aujourd'hui des contenus qui visent à dire que non, vous n'avez pas besoin de vous aimer parfaitement pour pouvoir être aimé par l'autre, ce qui n'est pas faux, mais à mon sens, il est malgré tout important, particulièrement pour ces deux styles d'attachement qui, comme on l'a à multiples reprises répété, ont d'énormes insécurités intérieures qui méritent évidemment, il faut en tout cas, à mon sens, un niveau d'amour de soi qui soit quand même plutôt élevé avant de pouvoir espérer connecter avec quelqu'un d'autre et aimer quelqu'un d'autre. En tout cas, dans une relation saine, évidemment. Enfin, le dernier conseil que j'aurais à donner, c'est que malgré ce temps de travail, cet investissement en soi, il y aura un travail et des efforts inévitables à fournir, évidemment, lors d'une prochaine relation. Du côté de l'anxieux, donc travailler son indépendance affective et sa sécurité intérieure aux côtés de quelqu'un d'autre, ce qui est aussi challengeant d'une autre façon. Et pour l'évitant, évidemment, travailler plus d'interdépendance, d'être moins isolé, moins seul, moins dépendre de personne, et travailler sur sa capacité à se connecter à l'autre, à créer du lien, à communiquer, etc.
Voilà pour ce deuxième épisode de Dans toute réflexion podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram, En toute réflexion podcast, tout attaché. Et évidemment, n'hésitez pas à partager vos avis, on sera ravis de les lire. Merci beaucoup.